Bonjour et bienvenue sur Europe Hebdo, votre revue de presse européenne hebdomadaire. Pour cette 48e semaine de 2024, l'avis de l'Union revient sur la déception de la COP29, sur la validation de la Commission par le Parlement européen, sur la tentative de coalition contre le Mercosur, sur la crise de l'acier européen et sur Meta qui demande de légiférer sur l'âge des utilisateurs des réseaux sociaux. Dans le club des 27, la Roumanie se réveille groggy avec l'extrême droite en tête au premier tour de la présidentielle, l'Italie qui pourrait renoncer au centre en Albanie, en Allemagne, Olaf Scholz est approuvé par la direction du SPD comme candidat à la chancellerie, les ministres de la Défense du E5 réaffirment leur ambition et leur soutien à l'Ukraine, et la Lituanie a vécu un crash aérien qui ressemble à un acte de guerre hybride. Et chez nos chers voisins, la Géorgie renonce à sa candidature à l'Union et la tension monte en Serbie entre majorité et opposition. Passons sans plus attendre à l'avis de l'Union. Environnement. L'UE déçue de la COP29. Dimanche 24 novembre, à Bakou, le maillet du président de session a servi à officialiser un accord, mais un accord loin de satisfaire tout le monde, encore moins les pays et ethnies directement menacés par la montée des eaux et le réchauffement climatique. La COP29 a accouché d'un accord de 300 milliards de dollars, environ 287 milliards d'euros par an, pour soutenir la transition énergétique d'ici 2035. Même si l'UE, représentée par Wopke Hoekstra, le commissaire à l'environnement, s'est satisfait de l'accord, l'ambition en est très limitée et il s'est dit déçu de ce manque d'ambition. Il déclare que la COP perd un an, mais il se dit heureux que la COP soit encore en vie. Les pays en voie de développement demandaient à ce que l'enveloppe soit relevée à 1200 milliards par an, mais on les a mis devant le fait accompli dans les dernières heures de la COP. Le représentant nigérian parle de plaisanterie concernant les 300 milliards de dollars par an. La Chine a refusé d'être soumise aux mêmes conditions que l'Europe ou les États-Unis, estimant qu'ils étaient les principaux responsables de la situation. La ministre des Affaires étrangères allemande, Annalena Baerbock, se félicite du fait que l'Union européenne ait appris de ses erreurs en ne promettant pas l'impossible. La ministre de la Transition écologique française, Agnès Pannier-Runacher, parle d'un accord décevant et pas à la hauteur des enjeux actuels. Cependant, une clause de révision prévoit que l'accord puisse être amendé en 2030 si les rapports de 2026 et 2027 indiquent la possibilité d'augmenter les contributions. Wopke Hoekstra s'est dit heureux de la conclusion sur les normes du marché carbone, mais les experts préviennent que certains pays seraient tentés de fournir de faux certificats vu qu'il n'y a pas de mécanisme efficace de contrôle. Commission européenne, le Parlement valide le collège des commissaires. Voilà, c'est fait. Mercredi 27 novembre, lors de la plénière à Strasbourg, le Parlement européen a validé le nouveau collège des commissaires. Comme je vous l'indiquais déjà la semaine dernière, aucun commissaire n'a été récusé, malgré les réticences de beaucoup de députés écologistes, socialistes et libéraux. Un collège des commissaires somme toute validé, sans enthousiasme, avec 370 voix pour, 282 contre et 36 abstentions, ce qui en fait le collège des commissaires le moins bien approuvé de l'histoire de l'Union européenne. Le bloc central des sociaux-démocrates, des libéraux et des chrétiens démocrates ont voté massivement en faveur de la nouvelle équipe. Le parti Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni a également soutenu la nouvelle équipe contre l'avis du groupe des conservateurs et réformistes européens. Finalement, une partie des Verts a apporté son soutien à ce nouveau collège, certainement rassuré par l'intégration de Philippe Lamberts, ancien coprésident du groupe écologiste au Parlement européen, sur les sujets environnementaux au sein du cabinet d'Ursula von der Leyen. Malgré tout, la validation du collège des commissaires est une bonne nouvelle et évite une crise politique et un blocage des institutions.
La Commission est la seule à disposer de l'initiative législative et un retard dans la prise de fonction aurait pu avoir de graves conséquences alors que les enjeux législatifs sont nombreux. Un collège des commissaires mal élu qui devra donc faire ses preuves et se mettre au travail très vite pour affirmer sa légitimité. Ursula von der Leyen a réaffirmé lors de son discours devant l'Assemblée parlementaire européenne faire de la compétitivité son objectif numéro un. Un discours certainement justifié par la publication du rapport Draghi il y a quelques mois, et il reviendra à Stéphane Séjourné de rentrer très vite dans les projets pour installer l'ambition de cette nouvelle commission. L'Union européenne s'apprête à se retrouver au cœur d'une double guerre commerciale, déjà engagée avec la Chine sur les véhicules électriques et avec les États-Unis, avec le retour de Donald Trump qui a déjà promis une surtaxe sur les produits européens. Ce plan pour la compétitivité mettra la décarbonation et l'autonomie stratégique au cœur de la compétitivité européenne. Malgré la pression de son propre camp, le Parti populaire européen, la présidente de la Commission européenne entend bien poursuivre l'agenda environnemental de l'Union tout en garantissant plus de flexibilité dans sa mise en œuvre. Pour la défense, elle a rappelé l'écart monumental entre l'UE et la Russie, cette dernière investissant 9% de son PIB à sa défense contre 1,9% pour les pays de l'Union. Un écart que devra tenter de combler le commissaire lituanien Andrius Kubilius. Elle a aussi réaffirmé sa volonté de simplifier les procédures administratives. De son côté, Manfred Weber, leader du groupe PPE, a tenu un discours pour remercier ses collègues des autres groupes, notamment les socialistes, les libéraux et même les Verts. Un discours facile à tenir, lui qui, désormais, peut s'appuyer sur deux majorités, ce qui rend le PPE tout puissant dans cette nouvelle législature. Un positionnement avantageux au premier abord qui pourrait révéler des lignes de fracture au sein de son propre groupe. Les chrétiens démocrates polonais et hongrois ont déjà fait savoir que les alliances avec l'extrême droite les affaiblissent au niveau national et qu'ils ne suivront pas cette voie. Manfred Weber a rappelé les lignes rouges avec l'extrême droite. Pas de coopération avec les eurosceptiques, les anti-Ukraine et les anti-État de droit. Mais il a d'ores et déjà montré sa volonté de détricoter le pacte vert, le devoir de vigilance ou encore l'interdiction de la vente de véhicules thermiques neufs après 2035. La nouvelle commission va marcher sur des œufs et devra tenter des compromis larges, ce qui signifiera une commission beaucoup moins politique que la von der Leyen 1 pour ne pas risquer de se faire désavouer par le Parlement européen. Commerce international, une tentative pour atteindre la minorité de blocage sur l'accord UE-Mercosur. Cette semaine, l'accord UE-Mercosur a encore été secoué par quelques épisodes côté européen que les manifestations des agriculteurs français et polonais ces dernières semaines doivent certainement expliquer. En France, l'accord était soumis à l'Assemblée nationale lors d'un vote non contraignant cette semaine et une majorité s'est prononcée contre. Mardi 26 novembre, c'est le gouvernement polonais qui a adopté une résolution en opposition au traité en l'état, notamment sur les conditions appliquées aux bovins et à la volaille. Si les deux pays se pressent, c'est parce que l'accord doit être conclu mi-décembre et être validé par le Conseil de l'UE entre le 18 et le 20 décembre. Les deux pays ne sont pas contre l'accord de libre-échange en soi, mais veulent défendre les intérêts de leur agriculture. En se positionnant ainsi, les deux pays espèrent convaincre les pays qui doutent du bien fondé de l'accord de libre-échange en l'état. Une opposition au traité qui s'est exprimée aussi via une lettre destinée à Ursula von der Leyen, signée par 600 parlementaires, craignant pour la traçabilité des produits et la sécurité des approvisionnements, mais surtout, ils craignent que ce traité menace les objectifs environnementaux de l'UE. Chez les autres États membres, les avis sont très différents. L'Autriche est prudente en demandant de meilleures garanties
sur la préservation des forêts tropicales, la sauvegarde des produits sensibles et sur le soutien aux agriculteurs touchés. Mais l'Autriche semblerait plutôt s'abstenir pour le moment. Les Pays-Bas et la Belgique s'inquiètent des conséquences d'un tel accord. Le Luxembourg s'abstient pour le moment de vouloir signer cet accord, mais aucun d'entre eux n'a encore formulé d'opposition claire au traité. En Italie, Fratelli d'Italia et Forza Italia, deux partis au gouvernement, ne sont pas d'accord. Le premier ne veut pas signer alors que le second oui. L'Allemagne pousse pour conclure l'accord, soutenu par la Suède, l'Espagne, la Lettonie et le Portugal. Même si habituellement les traités de libre-échange sont adoptés à l'unanimité, la Commission a opté pour une autre base juridique qui permet l'adoption à la majorité qualifiée au Conseil et un vote au Parlement européen. Il faut donc minimum 4 pays qui représentent minimum 35% de la population de l'Union pour rejeter l'accord. Il faut donc convaincre au moins 2 pays et que les nouveaux signataires cumulent au moins 42 millions d'habitants en 3 semaines pour que l'accord ne soit pas validé par le Conseil. Un défi de taille, mais pas impossible. Et aussi, il n'est pas impossible que le Parlement européen rejette l'accord. L'enjeu est aussi géopolitique. La Chine a déjà étendu sa mainmise commerciale en Eurasie avec sa route de la soie. La Chine a déjà mis la main sur énormément de ressources et de marchés en Afrique. Perdre le partenariat avec le Mercosur laisserait la voie totalement libre à la Chine. Le mois de décembre sera donc un mois décisif pour l'accord UE-Mercosur et on en reparlera à coup sûr dans les prochaines semaines. Industrie, l'acier européen en crise. La France et l'Allemagne sont au cœur de la crise de l'acier. En Allemagne, le géant ThyssenKrupp a annoncé supprimer ou transférer 11 000 postes d'ici 2030, ce qui équivaut à un tiers de ses effectifs. Un lourd tribut dont la cause est à trouver dans le prix des énergies, et notamment du gaz, qui alimente les hauts fourneaux et dont les prix se sont envolés suite aux sanctions qui concernent la Russie. L'Allemagne était très dépendante du gaz russe avant 2022. En France, c'est ArcelorMittal qui menace de ne pas procéder aux travaux de décarbonation sur son site de Dunkerque. ArcelorMittal avait promis de remplacer ses fours à charbon par des fours électriques en mettant 850 millions d'euros sur la table, mais demande désormais des garanties à la Commission européenne concernant une concurrence qu'elle considère déloyale de la part de ses concurrents, notamment chinois, qui inondent les marchés mondiaux avec son acier subventionné et donc peu cher. Les deux grandes entreprises payent aussi le recul du marché de l'automobile, qui paye le contexte économique morose et la menace qui plane sur le pouvoir d'achat au niveau mondial. Le prix de l'acier a aussi explosé sur les marchés, ce qui rend l'acier européen peu compétitif. Ce sera un des premiers dossiers brûlants pour le commissaire chargé de la stratégie industrielle, le vice-président français Stéphane Séjourné. Numérique. Meta demande une réglementation sur la vérification d'âge pour les réseaux sociaux. Lundi 25 novembre, Meta a appelé les autorités européennes à légiférer pour renforcer les vérifications d'âge sur les réseaux sociaux en l'intégrant dès l'appareil ou le magasin d'applications. Pourquoi ? Parce que le Digital Service Act oblige les très grandes plateformes en ligne à vérifier l'âge pour protéger les mineurs. Des eurodéputés discutent depuis quelque temps déjà de l'inefficacité de la vérification d'âge, puisqu'aucun outil fiable n'existe pour le moment. La Commission travaille sur la création d'un portefeuille numérique pour la vérification d'âge qui pourrait être développé par une tierce partie et pourrait déjà servir dès le lancement du système d'exploitation. Meta propose la vérification au plus tard dans le magasin d'applications permettant de proposer des applications adaptées selon l'âge de l'utilisateur. Meta propose aussi que le propriétaire du système d'exploitation ou du magasin d'applications, Apple ou Google, soit tenu d'en informer les parents. Des réflexions qui s'alignent avec des pratiques que l'on peut observer ailleurs, comme par exemple en Australie,
où les législateurs ont banni l'utilisation des réseaux sociaux pour les mineurs de moins de 16 ans, à l'exception de YouTube, considéré comme étant doté de contenu éducatif. Passons désormais au Club des 27. Roumanie, percée inattendue de l'extrême droite à la présidentielle. Personne ne l'avait vu venir. Alors qu'au début du décompte des voix, le scrutin semblait donner un second tour entre le Premier ministre et candidat socialiste Marcel Ciolacu et la candidate libérale du parti L'Union Sauver la Roumanie, Elena Lasconi, en tout début de soirée. Mais les voix s'égrènent et le candidat indépendant Călin Georgescu fait une remontée spectaculaire jusqu'à se hisser en tête de ce premier tour avec 22,94% des voix. Elena Lasconi et Marcel Ciolacu étaient au coude à coude et c'est Elena Lasconi qui se qualifie. Marcel Ciolacu était pourtant favori du scrutin. L'écart est minime, 19,17% des voix pour Lasconi contre 19,16% pour Ciolacu. Nicolae Ciucă, candidat du Parti national libéral, subit une défaite cinglante avec 8,79%. Călin Georgescu, agronome de formation qui s'est hissé expert en environnement jusqu'à devenir haut fonctionnaire en Roumanie et dans des organisations internationales, avait été proposé comme Premier ministre lors de la dernière crise politique par George Simion, leader d'extrême droite de l'Alliance pour l'unité des Roumains. George Simion était d'ailleurs pressenti pour être au deuxième tour. L'extrême droite cumule 37% des voix, du jamais vu en Roumanie. Il a certainement profité d'un ras-le-bol de la classe politique traditionnelle où le Parti socialiste roumain et le Parti national libéral se partagent le pouvoir quasi sans interruption depuis la chute du régime communiste, les deux étant accusés de pratiques de corruption systémique. Călin Georgescu est le prototype du candidat qui colle au profil type du soutien à la Russie. Eurosceptique, anti-vaccin, anti-OTAN, admirateur de Vladimir Poutine, antisémite au point de louer Corneliu Codreanu, fondateur de la Garde de Fer, un parti d'extrême droite sympathisant du Reich, dont la branche paramilitaire a été responsable de nombreux attentats dans les années 30 qui menaçaient directement la démocratie parlementaire de l'époque. Călin Georgescu a d'ailleurs été poursuivi pour en avoir fait l'apologie. Sans surprise, il qualifie la présence de l'OTAN en Roumanie comme une politique de confrontation et l'aide à l'Ukraine comme la cause des difficultés économiques des Roumains. Călin Georgescu a su tirer profit de sa présence sur TikTok, certainement bien aidé par des vagues de soutien et une stimulation de l'algorithme telle que sa présence était démultipliée. Le troll farming, les bots et les faux profils ont permis à ce candidat, quasi inconnu avant l'élection, de prendre beaucoup de place sur le réseau social chinois. Des méthodes qui rappellent la campagne pour le Brexit ou l'élection américaine de 2016. Certains experts reprochent au parti traditionnel de ne pas avoir appuyé les poursuites contre les propos antisémites de Călin Georgescu. Cette semaine, les autorités se sont rassemblées pour évaluer les cyber-risques du scrutin pour préparer les scrutins législatifs des 1er et 8 décembre et le deuxième tour de la présidentielle qui se tiendra ce même 8 décembre. Le régulateur des médias roumains a été saisi par la Commission européenne afin d'évaluer si ByteDance, la maison mère de TikTok, s'est bien conformée au Digital Services Act concernant les risques systémiques de l'algorithme. Une saisine demandée par plusieurs ONG roumaines de défense des droits numériques. Le Conseil national de l'audiovisuel a demandé une enquête pour infraction à l'égard de TikTok qui aurait permis à Călin Georgescu de faire de la publicité électorale, ce qui est interdit en Roumanie. Plusieurs influenceurs roumains ont avoué avoir été payés pour poster des messages destinés à tromper l'algorithme. Un appel à voter aux élections accompagné du hashtag Echilibrus y Verticalitate, équilibre et verticalité, slogan de Călin Georgescu. Un message massivement commenté par des soutiens du candidat d'extrême droite.
L'ensemble des influenceurs sont passés par l'agence FameUp, qui fait l'intermédiaire entre agences de communication et créateurs de contenu. Le président sortant, Klaus Iohannis, a convoqué le Conseil suprême de la défense nationale pour discuter des risques potentiels pour la sécurité nationale. Le TikToker Bogdan Pechir, sous le pseudo BOGPR, est aussi au cœur des discussions. Il intervenait lors de lives de créateurs de contenu et faisait des dons pouvant atteindre des dizaines de milliers d'euros. Il est l'un des soutiens de la première heure de Georgescu, le soutenant à l'époque du confinement, quand Georgescu étalait sa rhétorique anti-vaccin. Il aurait fait fortune grâce à la crypto-monnaie, liée à une vaste escroquerie de distributeurs de cryptoactifs. Les deux agences de crypto-monnaie auxquelles il a été lié ont pour point commun Gabriel Prodanescu, qui a fait fortune dans les distributeurs automatiques de cryptoactifs, dont l'activité est encore présente en Russie. Puis jeudi, coup de théâtre, la Cour constitutionnelle a ordonné le recomptage des voix sur requête de Christian Terres, candidat d'extrême droite arrivé en 9e position. Il accuse des partis d'avoir fait campagne en ligne après le délai imparti, favorisant d'après lui Ciolacu et Lasconi. L'Union Sauver la Roumanie accuse le Premier ministre Ciolacu d'en être à l'initiative, ce que l'intéressé a démenti. Une autre requête concernant le financement de campagne de Georgescu a été déposée, mais rejetée car déposée en dehors des délais impartis. Italie. Clap de fin pour les centres en Albanie. Le gouvernement a rapatrié 295 policiers et travailleurs sociaux italiens envoyés dans les centres de rétention de Shëngjin et de Gjadur en Albanie. Une décision qui fait suite à la décision du tribunal de Rome de considérer l'envoi de demandeurs d'asile en Albanie comme non conforme au droit européen. Le tribunal de Rome, qui a mis en suspens sa décision concernant le décret de Giorgia Meloni sur les pays tiers sûrs, en adressant une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne sur la conformité d'une telle mesure au droit européen. Le gouvernement italien a saisi la Cour de cassation de Rome pour vérifier si les tribunaux ont la compétence pour juger de la sûreté des pays. Elle rendra son arrêt le 4 décembre. Mais même si la Cour de cassation donne raison au gouvernement, la primauté du droit européen sur le droit national fait que ce sera l'arrêt de la CJUE qui sera le plus important. Et les délais sont bien plus longs au niveau de l'Union. En attendant, les centres seront vides. L'Italie devra continuer de les entretenir dans le cadre de l'accord avec l'Albanie, à moins qu'elle ne trouve une porte de sortie juridique. Alors que l'Italie se voulait pionnière dans la façon de gérer les demandeurs d'asile secourus en mer, il n'est pas interdit de penser que le sujet reviendra vite à l'agenda européen. La question migratoire souffre de l'énorme manque de solidarité entre pays d'entrée et pays du Nord, et la tension sur les questions migratoires dans l'opinion publique de chacun des 27 tient une place centrale. La tentative de Giorgia Meloni démontre qu'il n'est plus interdit de remettre en cause les conventions internationales concernant l'asile, et notamment la Convention de Genève sur le statut des réfugiés. Un tel recul fragiliserait les droits fondamentaux dans l'Union. Allemagne. Olaf Scholz validé comme candidat à la chancellerie par la direction du SPD. Lundi 25 novembre, la direction du Parti social-démocrate se réunissait pour valider ou non la candidature d'Olaf Scholz à la chancellerie. Comme je vous le disais la semaine dernière, la ligne était claire, faire bloc autour d'Olaf Scholz. Et le soutien en bloc a bien eu lieu. La direction a soutenu unanimement la candidature d'Olaf Scholz. Désormais, il faudra attendre le congrès du 11 janvier 2025, lors duquel il devra alors obtenir le soutien des délégués régionaux, dont quelques-uns ont subi des défaites cinglantes, pas forcément aidés par le contexte national. Mais là résident toutes les interrogations. La base est beaucoup moins convaincue que la direction. Même si Olaf Scholz a déjoué tous les pronostics en 2021, en parvenant à se dresser en héritier naturel d'Angela Merkel, malgré l'image austère qu'il renvoyait en tant que ministre des Finances à l'époque,
Il a su profiter des querelles intestines de la CDU. Les militants se posent désormais des questions tant sa popularité est basse et que l'échec de la coalition à aller au bout du mandat reste de sa responsabilité en tant que chancelier. Pour le moment, les sociodémocrates sont crédités de 15% des intentions de vote dans les sondages. Aussi, sa stratégie est très risquée. Bien que soutien de l'Ukraine, il n'a pas hésité cette année à dire non plusieurs fois à Volodymyr Zelensky, notamment sur l'envoi de missiles Taurus. Un moyen aussi d'éviter de laisser s'échapper les militants socialistes pacifistes qui pourraient se réfugier dans l'abstention et en faire profiter à l'AfD et à l'alliance Sarah Wagenknecht. Aussi, il a compris que ça lui permet de trouver une ligne d'équilibre avec les Verts et les chrétiens démocrates qui promettent un soutien inconditionnel à l'Ukraine. Olaf Scholz a aussi des chances de faire vaciller Friedrich Merz. Ce dernier est souvent critiqué pour n'avoir eu aucun mandat local, d'apparaître toujours austère et de donner une image hyper élitiste de la politique. L'angle d'attaque du chancelier sera de pointer du doigt l'inexpérience de son adversaire. Friedrich Merz a lui aussi été investi par la CDU le même jour. Friedrich Merz qui revient à une ligne beaucoup plus conservatrice et qui veut tailler massivement dans les dépenses sociales et faire du thème de l'immigration un de ses piliers de campagne. Malgré tout, la CDU est en tête des sondages, avec 32% des intentions de vote, suivi de l'AfD, crédité de 20%, et du SPD à 14%. 4 mois de campagne qui se profilent avec des enjeux tels que le redressement économique de l'Allemagne, dont l'économie stagne depuis 2019, l'emploi, avec les dernières annonces de plans sociaux de Volkswagen et de ThyssenKrupp, la lutte contre la vie chère et notamment la crise énergétique dont la cause est à trouver dans la dépendance aux énergies fossiles russes depuis un quart de siècle, ou encore la sécurité, l'Allemagne ayant été la cible d'attaques terroristes et de sabotage de plus en plus nombreux cette année. Allemagne encore, les ministres de la Défense du E5 veulent montrer leur ambition après le retour de Trump. Lundi 25 novembre, les ministres de la Défense allemands, Boris Pistorius, le français Sébastien Lecornu, le polonais Władysław Kosiniak-Kamysz, le britannique John Healey et l'italienne Isabella Rauti étaient réunis à Berlin pour réaffirmer leur soutien à l'Ukraine alors que le pays s'apprête à vivre son hiver le plus compliqué, mais aussi pour affirmer l'ambition de la défense européenne qui risque d'être secouée par le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Boris Pistorius a d'ailleurs révélé qu'il avait appelé son homologue français dans les heures qui ont suivi l'annonce du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Je vous en parlais la semaine dernière, les ministres des Affaires étrangères du E5 s'étaient rassemblés pour déjà discuter des financements de la défense de l'Union. Ils ont annoncé un 10e paquet d'aide destiné à l'Ukraine. Le ministre de la Défense polonais a appelé à ce que les dépenses de défense soient bien plus hautes comme la Pologne s'engage à le faire, avec 4,7% de son PIB dédié à la défense. Les ministres allemands et français ont demandé à ce que le montant dévolu à la défense atteigne au minimum 2,5 voire 3% pour rattraper le retard accumulé. Sébastien Lecornu a annoncé que les intérêts des actifs gelés russes serviraient à financer des systèmes de défense aérienne et des missiles de longue portée. La défense aérienne européenne a été un des principaux sujets de discussion, accompagné de l'acquisition conjointe de missiles de longue portée par les 5 États d'une portée supérieure à 300 km. Les 5 ministres ont appelé le commissaire à la défense, Andrius Kubilius, à garantir une égalité d'accès au marché financier par l'industrie de défense. C'est en particulier la Banque européenne d'investissement qui est concernée. Aussi, les 5 appellent à ce que les bonnes volontés viennent se joindre à l'E5 pour accélérer la coopération militaire européenne. Lituanie, le crash d'un avion DHL, acte de sabotage russe.
Cela faisait plusieurs fois que l'on suspectait DHL d'être victime de sabotage. Il y a quelques semaines, 2 colis avaient pris feu subitement, un dans un centre de tri à Leipzig, en Allemagne, et un autre dans un entrepôt à Birmingham, en Angleterre, le hangar prenant totalement feu. Lundi 25 novembre, un peu avant 6 heures du matin, un avion de DHL a tenté un atterrissage d'urgence dans une zone résidentielle proche de l'aéroport de Vilnius, faisant un mort au sein de l'équipage, mais aucune dans la zone résidentielle. Dans la journée, la ministre des Affaires étrangères allemande, Annalena Baerbock, a très vite fait part de ses doutes sur un accident en évoquant une possible attaque hybride. Les autorités allemandes et lituaniennes ont très vite coordonné leurs efforts pour faire la lumière sur les causes de l'accident. Les autorités espagnoles s'associent aux recherches, la seule victime étant un employé espagnol. Passons enfin à la rubrique Nos chers voisins. Géorgie. Le gouvernement enterre les pourparlers avec l'UE, l'opposition exclue du Parlement. Cette semaine, c'est un énorme tournant pris par la Géorgie qui confirme son évolution en un régime autoritaire. Lundi 25 novembre, le Parlement géorgien devait tenir sa première session parlementaire depuis l'annonce des résultats frauduleux des élections législatives. La présidente Salomé Zourabichvili avait annoncé ne pas vouloir signer le décret qui devait permettre la tenue de la première session parlementaire, puisqu'elle conteste la sincérité du scrutin, entachée d'achats de voix, d'intimidation à l'intérieur et en dehors des bureaux de vote, et de détournement de voix électroniques. La tenue de cette première session parlementaire a été vivement critiquée par les ONG locales, mais aussi par des ONG internationales comme Amnesty International ou Transparency International, dont l'avenir dans le pays s'écrit en pointillés. Le parti Rêve géorgien est passé outre. Dehors, devant le Parlement, les manifestants s'étaient rassemblés pour continuer de protester contre le résultat des élections. La manifestation s'est dispersée dans le calme. Et alors que l'Union européenne venait d'annoncer une mission technique pour évaluer l'ampleur des fraudes, en attendant les conclusions de l'OSCE, la commission électorale a invalidé le mandat du bloc d'opposition mercredi, laissant la voie totalement libre à Rêve géorgien au Parlement. Il ne reste plus au parti Rêve géorgien qu'à capturer la présidence de la République, dont le scrutin est fixé au 14 décembre et il n'y aura plus de contre-pouvoir. Salomé Zourabichvili arrive à la fin de son mandat début 2025, mais elle a annoncé vouloir rester en poste tant qu'il n'y aura pas de nouvelles élections. Le parti Rêve géorgien propose l'ancien footballeur professionnel passé par Manchester City et par le Grasshopper Zurich, Mikhail Kavelashvili, comme candidat. Avec la réforme constitutionnelle de 2018, il n'y a plus de suffrage universel direct, mais des grands électeurs qui élisent le président. Avec la mainmise de Rêve géorgien sur toutes les institutions du pays, il y a peu de doutes concernant l'issue de la présidentielle. Jeudi, le Premier ministre Irakli Kobaridze a annoncé que la Géorgie suspendait sa candidature à l'Union européenne jusqu'en 2028. Il justifie le gel de la candidature pour éviter, je cite, le chantage de l'Union européenne et ne pas faire acte de candidature en mendiant. Ce qui empêche tout renoncement à l'Union européenne, c'est que la perspective d'adhésion a été inscrite dans la Constitution. Depuis jeudi, les manifestations pro-européennes ont repris avec une intensité qu'on n'avait plus vue depuis quelques mois, mais désormais, le gouvernement est déterminé à réprimer toute contestation. La violence de la police anti-émeute rappelle celle des Berkout à Kiev en 2014. Sur les images qui nous parviennent, les manifestants sont poursuivis jusque dans des pharmacies et les policiers, ou parfois des hommes habillés en noir et sans insigne ni matricule, frappent violemment les manifestants et n'hésitent pas à viser les journalistes. Un journaliste de la chaîne Formula a été admis avec une fracture de l'os zygomatique et une journaliste de Pirelli TV
a été admise avec plusieurs blessures graves. 43 personnes ont été arrêtées dans la nuit de jeudi à vendredi. Le Conseil de l'Europe a condamné la répression brutale par les autorités géorgiennes. Des violences policières qui n'ont pas empêché les manifestants de se rassembler à nouveau vendredi, avec cette fois 107 interpellations. Mon avis, c'est que cette répression des manifestations va se durcir et le pouvoir va tenter de décourager les manifestants. Le recours aux armes à balles réelles est une possibilité à court terme, mais aussi le fichage et l'intimidation des proches des manifestants, des phénomènes qui ont pu être observés suite à l'élection frauduleuse d'Alexander Loukachenko en 2020 en Biélorussie. Serbie. La tension monte autour de la catastrophe de Novi Sad. Je vous en parlais la semaine dernière. L'affronte contre le gouvernement, suite à l'effondrement du toit de la gare fraîchement rénovée de Novi Sad, prend chaque semaine de l'ampleur. Des manifestants appellent à la démission du gouvernement. Le mouvement s'est étendu à plusieurs villes dans le pays, donnant lieu à des blocages à Belgrade la semaine dernière. En réponse au mécontentement, plusieurs ministres ont démissionné et l'un d'entre eux a même été inculpé. Cette semaine, les tensions sont rentrées au sein du Parlement serbe. Alors que l'opposition et une partie de la société civile défendent un pont classé comme monument historique à Belgrade, ils ont été chassés du site par la police. L'opposition a déposé une motion de censure à l'égard du gouvernement pour avoir offert le marché public de la gare de Novi Sad à des entreprises inexpérimentées. La tension est montée entre opposition et majorité qui en sont venus aux mains. L'opposition a utilisé des vuvuzelas dans la Chambre pour perturber le discours du Premier ministre Vučević, tout en tenant des pancartes accusant le gouvernement d'avoir du sang sur les mains. Le président de la République, Alexander Vučić, accuse l'opposition de jouer la carte de la guerre civile, alors que c'est un secret de polichinelle qu'il envoie des casseurs de manifestations pour intimider et violenter les manifestants. Il considère que les manifestants sont des voyous et il n'hésitera pas à réprimer tout mouvement de contestation. Un discours qui ressemble beaucoup à celui du gouvernement géorgien, confronté lui aussi à une fronde populaire contre le gouvernement et son virage autoritariste. Voilà, c'est ainsi que s'achève la 47e semaine européenne de 2024. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube ou YouTube Music, et n'oubliez pas d'y laisser votre avis, que ce soit en nombre d'étoiles ou en like. Pour ne rien rater des publications du podcast, suivez Europe Hebdo sur Facebook, Instagram et LinkedIn et n'hésitez pas à liker, commenter et partager les publications pour en augmenter la visibilité. Si vous avez une remarque, une question ou une suggestion à faire pour le podcast, n'hésitez pas à vous inviter dans mes messages privés, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous voulez dévorer le nouvel épisode du podcast dès sa sortie, abonnez-vous pour recevoir la newsletter du podcast. Le lien est à retrouver en description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, 17h30, sur Europe Hebdo.